Déjà, merci à tous d'être présents à cette session parallèle du webinaire sur la restauration de la valeur des pâturages. On va vous présenter donc le cas Sénégal autour de la laiterie du Berger, donc dans le nord du Sénégal. Je suis accompagné avec Dr Arona Diao. Et nous avons aussi dans les participants connectés Morta Lassalle, qui est le directeur des plantations de la compagnie sucrière, et aussi Jonathan Michaud, qui est le directeur de la compagnie COSAM SDE, qui s'occupe de la collecte de lait. Donc, je vais laisser Arona se présenter le cas et on aura donc une présentation environ de 20 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Arona, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Bon, comme Jean-Daniel l'a dit, donc peut-être revenir un peu sur le contexte de l'implication de la laiterie et des autres parties prenantes par rapport à cette étude. En effet, je pense que c'est depuis les années 2016, disons, la laiterie, bon, c'était 10 ans de fonctionnement de la laiterie, et on sentait une forte croissance. Avec la forte croissance, disons, de la laiterie, on s'est posé plusieurs questions par rapport à la capacité de la production de lait à suivre. Du coup, il y avait eu plusieurs questions concernant donc la pérennisation du système de production. Bon, heureusement, à cette époque, déjà, on travaillait avec la recherche, notamment l'ISRA, le CIRAD, et aussi d'autres ONG avec qui on a travaillé sur le développement de l'élevage, plus particulièrement le développement de la collecte. Du coup, la grande question, c'était jusqu'où on pouvait disons, exploiter le système de production pour avoir du lait qui est notre matière première, mais aussi que les éleveurs puissent développer donc, leur production dans les meilleures conditions. Et ça a interpellé donc l'accès aux ressources alimentaires notamment, quelles sont les interactions entre cette production laitière et son environnement. Et quand on dit son environnement, étant à Richard Toll, aux alentours, c'est des agro-industriels. Aux alentours, c'est des producteurs de riz. Aux alentours aussi, on est dans un environnement sahélien où le système pastoral dépend énormément donc, de la disponibilité des pâturages. Du coup, avec donc, le GASL, on a trouvé que c'était le cadre idéal pour prendre du recul, pouvoir apprécier les changements qu'on constatait. En effet, plus là, on collectait du lait, plus on constatait des changements au niveau donc, du système de production, des changements même des acteurs sociaux. Et donc, avec le GASL, on a pu avoir assez de recul pour effectivement comprendre quelles sont les interactions entre, disons, le système de production et les acteurs autour. Et c'est ce qui a abouti vraiment donc, à des échanges, à une co-construction donc, des hypothèses de simulation. Et ça nous a permis effectivement d'avoir du recul, d'abord que les acteurs, le jeu de multi-acteurs puisse effectivement donc, entrer en jeu, que les acteurs sachent quelles sont les relations entre eux d'abord, pouvoir discuter un peu donc, de la situation de l'activité de production du lait et des interrelations entre acteurs. Et ça nous a permis aussi de mieux apprécier, disons, les changements actuels
et même anticiper, faire des simulations sur notamment des projets qu'on avait, notamment l'introduction de mini-fermes. On a pu apprécier quelle pourrait être, par exemple, l'introduction de mini-fermes dans le système de production, quel impact au niveau de ces 4 dimensions dont on a parlé, au niveau social, développement local, production et environnement. Et vraiment, ça nous a permis effectivement de mieux apprécier les interrelations, la qualité des interrelations, mais aussi les projections possibles et les points d'attention naturellement, donc les limites d'accès à certaines ressources, et qu'effectivement les gens sont beaucoup plus maintenant conscients de l'approche multi-acteurs, de l'importance, de la pertinence d'avoir une approche multi-acteurs, mais aussi de se poser des questions sur la pérennité du système de production de lait dans notre zone d'intervention. Vraiment, ça nous a permis actuellement de même pouvoir effectivement se poser de nouvelles questions. On en est là. Maintenant qu'on a mieux compris le modèle, qu'on a mieux compris comment co-construire les hypothèses et en tout cas anticiper sur quelles données on a besoin, comment on peut faire une lecture et une analyse alors des résultats donc, de cette simulation. Et là, il y a de nouvelles questions qu'on se pose entre acteurs. Et prochainement, à partir du mois de juillet, on compte effectivement se réunir, mettre à jour un peu, je dirais, les nouvelles problématiques, quelles sont les questions prioritaires à se poser entre acteurs, effectivement, renseigner donc, le modèle et pouvoir donc, faire une analyse donc, des indicateurs sortant de ce modèle. C'est ça que je voulais partager. Et autour, vraiment, c'est intéressant, au-delà de la laiterie, de retrouver les agro-industriels, notamment la compagnie sucrière sénégalaise, qui fournit l'essentiel des sous-produits agricoles aux éleveurs producteurs de lait. Et qu'en effet, c'est une question très intéressante qui concerne aussi bien la CSS, mais aussi les éleveurs. Et la finalité, c'est effectivement de mettre en place, disons, un cadre où les gens se retrouvent, se concertent, exposent leurs problématiques et prennent en compte en fait les intérêts des uns et des autres. Parce que la question, c'est toujours comprendre quelle est l'utilité donc, des ressources disponibles ou alors à quoi pourraient servir les ressources disponibles au niveau de ces agro-industriels et peut-être petits producteurs même de riz, mais aussi, je veux dire, les conséquences ou alors les impacts au niveau donc, de ces 4 dimensions qui finalement concernent tous les acteurs. Et l'enjeu, effectivement, c'est de parvenir à avoir des indicateurs de développement local, notamment qui concernent tout le monde, et que ça aboutisse vraiment à un plan de développement territorial. Vraiment, on est dans cette dynamique où, disons, cet outil pourrait, en tout cas, nous renseigner sur un peu d'abord ce qu'on est en train de faire, c'est quoi ces impacts, mais aussi nous projeter par rapport à, disons, nos intérêts en tant qu'acteurs, tout en tenant compte de l'intérêt collectif, notamment le développement territorial. Donc, je laisse Jean-Daniel rentrer dans les détails techniques, on peut dire, du modèle. Merci à vous. S'il y a des questions, on est disponible pour répondre. Merci. Merci à Renard. Donc, là, on vous présente le cycle de connaissances qui a été réalisé donc, depuis 2017, lorsque la laiterie et le programme GASL se sont mis d'accord sur la définition d'une question qui était autour de la capacité d'intensification du système pastoral pour produire du lait durablement toute l'année, sachant que il y a des cycles saisonniers
qui existent traditionnellement dans le système et comment on pouvait intensifier, notamment en utilisant l'ensemble des ressources qui se trouvent sur le territoire. Donc, on a fait une première modélisation multi-acteurs entre 2018 et 2019, ce qui nous a permis de faire une bêta-test afin de valider les indicateurs avec les acteurs. Ce qui nous a amené à faire une phase de perfectionnement du modèle. Donc là, c'est vraiment passer d'un modèle conceptuel à vraiment son application localement. Une fois que le modèle était perfectionné et que les indicateurs avaient été validés, on est passé à une phase de discussion du modèle et c'est ce résultat-là que nous allons vous présenter. Et pour information, voilà, il y a une autonomisation de la question autour de l'utilisation du modèle, puisque nos partenaires, la laiterie du berger, la compagnie sucrière, la SAED, les services de l'élevage, etc., mènent parallèlement des discussions sur l'utilisation des ressources et utilisent le simulateur. Donc, le simulateur, en fait, c'est un peu ce que vous a présenté Jean-Pierre. Donc, c'est un simulateur informatique avec une modélisation spatialement explicite où on a deux scénarios pour intensifier. Soit on donne plus d'accès aux éleveurs pastoraux aux résidus de récolte. Donc, les résidus, c'est de type paille de riz, paille de canne, mais aussi des compléments qui peuvent être la mélasse, le son de riz, le tourteau d'arachide ou des compléments industriels. On peut jouer sur des variables de type prix du lait, prix d'achat du lait par la laiterie, prix d'achat du lait sur les marchés, mais aussi le prix des résidus et des aliments. On a tout un process informatique avec de l'algorithme qui donne en sortie des outputs, que ce soit de la production par tête, par troupeau, une quantité de lait collecté, de lait vendu sur le marché informel, et aussi, ce qui est vraiment très intéressant ici, le système alimentaire par vache en production. Donc là, le simulateur, bon, ça a été codé sous Gamma par Jean-Pierre Muller. C'est un outil de simulation de la production laitière, mais qui prend en compte aussi les 4 dimensions de la multifonctionnalité des pâturages. On y reviendra. L'idée, c'est de mettre en place des indicateurs pour permettre ce suivi de la multifonctionnalité, pas seulement la production, mais voir des questions d'emploi, des questions de gestion des ressources, etc. On a fait plusieurs sessions de formation multi-acteurs, la première en novembre 2019, qui était vraiment très importante, puisque c'était la première fois où on montrait le modèle aux partenaires et on a pu avoir leur retour sur comment on pouvait à la fois répondre à certaines difficultés techniques qu'on pouvait avoir dans la compréhension du système laitier, mais aussi la diversification des indicateurs qui pouvaient les intéresser. Et en avril 2021, nous avons réalisé donc un atelier sur le lait et la biomasse, donc un atelier multi-acteurs avec les différents partenaires présents ici. Le résultat, donc, on vous présente deux scénarios, deux sorties du modèle très extrêmes. D'un côté, le système pastoral pur, donc le graphique en haut avec les courbes bleues et la quantité de biomasse pastorale ingérée par les vaches en lactation dans le système. Donc, on arrive à quantifier et à voir au fil des mois de l'année la quantité de biomasse ingérée évoluer au fil de l'avancée de la saison sèche, ce qui a un impact évidemment en output sur la quantité de lait potentiellement collecté ou voire estimé en collecte, qui est la ligne bleue à droite, et le modèle extrême qui est l'économie circulaire entre l'agriculture-élevage, donc où on essaye de maximiser les liens, les flux de biomasse à travers la paille de canne, de riz, et ça donne la courbe rouge en haut, donc qui est au niveau de production, et donc on voit qu'on arrive déjà à multiplier par 3 la production laitière, mais aussi à stabiliser et à faire produire durablement du lait en saison sèche, ce qui est la principale difficulté pour l'industriel. Ça nous a amené, donc tous ces indicateurs nous ont amené à discuter en table ronde sur les différentes dimensions de la multifonctionnalité. Donc, on a listé ici différentes
dimensions pour le social, notamment la question de l'emploi et de l'impact en fait de la laiterie, mais aussi de la capacité d'interaction entre l'agro-industrie et la laiterie. On a aussi parlé de questions de production. Il y avait certaines hypothèses, notamment sur les scénarios futurs à 2023-2025 pour la laiterie. Sont-ils réalisables? Et le modèle dit que si les conditions de mise en circulation des biomasses sont réalisées, les objectifs de la laiterie peuvent être remplis. Donc ça, c'était déjà des choses qui étaient assez intéressantes. Et après, il y avait aussi toutes les discussions sur le développement local, dans la mesure où pour rendre accessible la biomasse, il faut des emplois, il faut des infrastructures, il faut des organisations sociales, notamment les organisations de producteurs, pour mettre un peu en route un système assez complexe et qui nécessite l'interaction entre différents acteurs. Sur les questions d'environnement, on a eu aussi beaucoup d'interrogations sur la question de la santé, puisque l'amélioration du taux de velage est un impact direct de la commercialisation du lait, donc une augmentation aussi rapide de la démographie. On a discuté aussi des flux de nutriments du système industriel vers le système pastoral, et finalement la question de l'impact de l'élevage, notamment sur son coût CO2. On a ensuite discuté des grands enjeux qui pouvaient être liés à cette mise à circulation de la biomasse, notamment la question au niveau social de la pression de l'élevage sur les agro-industries, puisqu'on renforce des liens qui existent aujourd'hui, mais qu'on essaye d'organiser. Donc, ça crée une responsabilité sociale de l'agro-industrie. Au niveau du développement local, c'est vrai qu'on voit bien tout l'intérêt qu'il y a à une amélioration de la coordination entre agro-industrie et éleveurs dans la zone à travers cette économie circulaire au niveau de questions de nouvelles filières, que ce soit la quantité de lait qui est disponible aussi sur le marché local. Sur la question de production, évidemment, produire plus pour la laiterie, ça nécessite d'assurer la disponibilité des aliments et donc de sourcer les sous-produits. Et sur la question de l'environnement, la création d'une filière résidu est indirectement soumise aux aléas climatiques. Cette année, par exemple, est une très bonne année et les éleveurs ont moins besoin de résidus. Ça ne sera pas forcément le cas toutes les années. On a connu quand même des années assez difficiles ici. La table ronde a permis vraiment de montrer les différents objectifs par type d'acteurs, l'intérêt entre les éleveurs, la laiterie, l'agro-industrie, qui ne sont pas forcément des objectifs partagés, mais au niveau de leur compromis dans le pilotage de leur système, en fait, c'est ça qui est intéressant. On peut voir en fait des intérêts mutuels à essayer de trouver en fait des compromis communs. Et donc, plutôt que de travailler sur avoir un objectif en commun qui est très difficile pour des acteurs aussi diversifiés, travailler sur la gestion des compromis est peut-être plus intéressant pour durabiliser le système. Donc, la suite du cadre méthodologique, évidemment, vous avez compris, on a fait un premier cycle de questionnement. Maintenant, quand on arrive à cette étape-là, la question, c'est est-ce qu'on repose une nouvelle question ou est-ce qu'on continue un peu à travailler la question posée? Et donc, dans les suites que l'on voit, il y a de nombreuses pistes pour travailler avec le simulateur. On devrait donc mettre en place, adapter un peu le modèle pour pouvoir travailler sur le système de collecte plus efficient et plus efficace, avec notamment l'apparition de centres réfrigérés de collecte dans le cadre de programmes comme le PRAPS. Mais on nous a aussi posé des questions beaucoup sur la santé animale, sur la démographie. On voit arriver dans le réseau, notamment GASL, cette question du scénario net zéro carbone à 2050 pour la filière laitière. Donc, pourquoi pas utiliser ce simulateur pour tester ça. Et évidemment, il y a toujours cette question de l'alimentation qui est centrale. Et on voit aussi, c'est un des résultats qui est ressorti, c'est que le pâturage reste la valeur essentielle du système laitier dans le nord du Sénégal. C'est cette ressource-là qui permet d'avoir une production rentable et durable. Maintenant, c'est comment essayer de continuer cette production dans des périodes un peu plus difficiles au niveau biomasse, comme la saison sèche. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation et je crois que maintenant, on va avoir un échange avec les participants, sachant que
notamment Jonathan et Mortala doivent être dans la salle de visioconférence. Donc, à voir comment on arrive à leur donner le micro. C'est de regarder. Jonathan, si Jonathan est là, Jonathan Michaud, est-ce que tu peux retirer ton micro, enfin mettre ton micro on, donner un peu ton point de vue? Oui, est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Bonjour tout le monde, merci Jean-Daniel pour cette présentation et ces éléments extrêmement intéressants apportés par ce simulateur qui permet, comme ça a été évoqué, dans un premier temps de mettre en place des échanges multi-acteurs et qui permettent vraiment de voir le côté multifonctionnel de ces bassins pastoraux, de ces bassins laitiers et des différentes ressources qui peuvent être présentes. Donc, je n'ai pas forcément beaucoup d'éléments à rajouter à ce stade-là. Et je pense que les questions permettront sans doute d'apporter plus de précision aux différents participants. Quoi qu'il en soit, nous sommes vraiment ont été contributeurs dans les différents groupes de travail sur le cas de la laiterie du berger. On a vraiment été extrêmement intéressés par les premiers résultats et on est encore plus intéressés par les nouvelles questions qui se posent et les nouvelles réponses, sans doute, qui vont permettre, en tout cas, ou les pistes de réponse qui vont être permises par la suite de ce travail. Ok, merci. Jonathan, donc je ne vois pas Mortala dans la salle. C'est vrai qu'il m'avait dit qu'il essayerait de se connecter. Mais voilà, c'est toujours délicat de travailler avec des agro-industries, notamment quand ils sont en fin de campagne. Le directeur des plantations est très sollicité. Donc, bon, on va essayer de voir les questions qui arrivent dans le chat. Donc, la première, c'est Anne Motet. Je pense que, je ne sais pas, est-ce que vous voulez poser, étant donné qu'on est un petit groupe, je pense que vous pouvez directement poser la question. Bonjour Anne. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis je suis désolée de prendre la parole la première. Je suis très curieuse sur cette liste d'indicateurs. Le processus est très clair et donc l'aspect participatif est très important. On a un processus au niveau mondial en ce moment, la FAO, autour de l'outil TAPE, de l'agroécologie qui est multicritère aussi, qu'on essaye d'utiliser en ce moment aussi au Sahel. Et donc, je serais très curieuse de pouvoir comparer un peu les deux outils dans les détails pour nous aider, nous, dans notre adaptation de cet outil mondial au contexte particulier des systèmes pastoraux. Merci. Ok, c'est vrai que moi, je pensais qu'elle allait avoir beaucoup de monde et donc on n'avait pas eu le temps de présenter le modèle dans les détails. Pour ceux qui sont intéressés, c'est vrai qu'on pourrait faire une petite session plus entre nous avec une présentation plus technique du modèle. Pour les indicateurs, c'est assez simple puisqu'on a des indicateurs d'abord, des indicateurs de pression d'animaux présents dans la zone qui fluctuent en fait en fonction de la saison. Ça nous donne, en gros, après on a des ressources, donc on calcule les indicateurs de consommation de biomasse, donc selon qu'on leur donne accès au pâturage, aux résidus, aux compléments. Tout ça recalculé en UFL donne en fait une production laitière. Enfin, qui donne une production laitière si on dépasse un certain niveau, si on couvre les besoins physiologiques des vaches. Donc on va dire que ça c'est le système un peu zootechnique. Et derrière, on dérive en fait des hypothèses sur la capacité de collecte de la laiterie. Donc, on a des points de collecte qui sont répartis spatialement, où dans un rayon de 5 km, tous les troupeaux qui se trouvent dans le rayon sont considérés comme collectés, sauf s'ils ont un accès à la route, et auquel cas, il y a une compétition avec le marché. Donc, on peut aussi simuler des niveaux de compétition entre une laiterie industrielle et un marché local. Et enfin, on dérive aussi par le calcul avec les coûts de prix de ressources, des bilans économiques
des bilans économiques qui sont assez proches quand même de la réalité, de ce qu'on observe par enquête, mais qui posent des questions, puisque quand on fait varier évidemment le prix des ressources, on peut aller sur des bilans extrêmement positifs, voire des bilans un peu, pas tout le temps négatifs, mais on va dire, où ça pose d'autres questions sur le rôle du lait comme dimension économique. C'est à peu près ça. On avait essayé de mettre des indicateurs carbone, mais bon, ça parle moins aux acteurs pour l'instant, mais voilà, c'est des questions un peu émergentes pour nous sur le terrain. J'espère qu'on a répondu. Merci. On a Christian qui avait une question aussi. Oui, bonjour à tous. On a déjà eu l'occasion, merci pour l'exposé déjà, et on avait déjà eu l'occasion de discuter justement des questions de généricité de l'outil, et par rapport justement à toutes les sorties que vous présentez, et je m'interrogeais, alors au-delà de l'intérêt justement, pour plein d'endroits, je me demandais quel était, selon vous, le travail que cela demandait pour l'adapter à d'autres situations, à d'autres zones de laiterie au Sénégal, mais plus largement en Afrique de l'Ouest? Ça, c'était ma première question. Et puis, je voulais en avoir une seconde. Tu viens de l'évoquer, Jean-Daniel. C'est la question du carbone et surtout la question, les orientations de production zéro carbone dans les années ou les décennies à venir. Moi, il me semble qu'effectivement, c'est un point très important, et si ça peut être pris en compte par le modèle, ça me semble vraiment intéressant qu'on pourra donc réutiliser ce type de modèle pour discuter de cette question du zéro carbone dans la production laitière. Donc, au niveau de l'adaptabilité du modèle, c'est vrai que, bon, comme dit Jean-Pierre Muller, hein, c'est de la modélisation, donc tout est modifiable. Une fois qu'on a la compréhension un peu technique et les capacités de rentrer dans le modèle. Ici, il y a Étienne Delay qui nous a quand même pas mal aidé sur la dernière réunion, Hugo Valls aussi. Et, sur l'adaptabilité, en fait, ça veut dire qu'on simule une bonne, moyenne et mauvaise année en fonction de la quantité de biomasse qu'on a à l'hectare en matière sèche. Donc, du coup, on peut modifier cette quantité de biomasse en l'augmentant ou la diminuant pour s'adapter un peu à la réalité, disons, de la pluviométrie locale. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est que c'est une modélisation spatialement explicite. C'est-à-dire qu'on charge des couches SIG dans le modèle à l'initialisation où on a la répartition des zones de pâturage et des zones de culture. Du coup, on dérive avec les bonnes et moyennes années la quantité de biomasse qui est disponible, pastorale qui est disponible dans le système. On a aussi la taille des champs, donc après on peut faire, si on est beaucoup plus en zone soudanienne par exemple, on pourrait adapter un peu pour avoir des quantités de résidus ou mettre certaines limites, etc. Mais voilà, un peu travailler sur cette question de résidus, donc il y aura un peu un travail à faire. Et ensuite, il y a le réseau de collecte. Le réseau de collecte, c'est propre à chaque laiterie. Et si on a les couches SIG, en fait, on peut mettre le système de collecte d'une laiterie, quelle qu'elle soit en Afrique de l'Ouest, et simuler son emprise spatiale et donc après dériver les indicateurs. Le tout, c'est que ça soit travaillé avec les laiteries qui, elles, valident un peu si ça va si les indicateurs vont dans un sens un peu de réalisme ou si vraiment on est à côté de la plaque. C'est en tout cas tout le travail qu'on a eu avec la laiterie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on donne la parole à la personne qui fait la facilitation? Bonjour. Oui, bonjour Jean-Daniel, c'est possible, j'aurais une question. Et comme c'est moi qui va faire le rapport tout à l'heure, donc on nous demandait dans une des questions, est-ce que
est-ce que vous êtes d'avis que l'utilisation du cadre pourrait aider dans le développement de politiques publiques? Donc, est-ce que dans votre présentation, vous n'avez pas mentionné dans les acteurs, par exemple, les gouvernements locaux? Est-ce qu'il y a est-ce que les gouvernements locaux sont impliqués? Est-ce qu'ils vont pouvoir se servir un peu de votre expérience dans le développement de politiques publiques? Ça, c'est plutôt à Rona de répondre. Oui, en fait, bon, déjà, l'approche multi-acteurs a fait qu'effectivement, disons, du point de vue service public, il y a le service d'élevage qui est impliqué, qui participe donc à nos rencontres, qui donne ses feedbacks et tout. Et globalement aussi, il y a aussi le conseil départemental qui a en charge, disons, le développement économique local. Et l'idée, effectivement, c'est à partir, donc, pour l'instant, on n'est pas encore allé vers, disons, ces instances supérieures, mais l'idée après, c'est aller avec, en tout cas, tout le groupe avec qui on a travaillé, aller présenter ça certainement donc, aux autorités politiques et administratives de la zone pour effectivement travailler dans le sens de les informer, de les sensibiliser sur, disons, l'importance de ce travail, qu'ils comprennent que les interrelations entre cette production laitière, leur politique, en tout cas, notamment par exemple, tout ce qui est lutte contre feu de brousse, l'idée de mise en défense, des projets de mise en défense, disons, tout ça finalement, c'est qu'ils puissent travailler en cohérence avec les résultats de cette étude. Vraiment, ça va être les prochaines étapes, mais en termes d'inclusion, il y a déjà le service d'élevage qui est largement impliqué dans ce que nous faisons. Et ça peut être aussi un cas d'école reproductible pour d'autres zones, pour effectivement que les gens puissent aller au-delà donc des politiques sectorielles et avoir effectivement, tenir en compte des réalités donc des acteurs économiques et les interrelations avec des politiques publiques. Ouais, et pour compléter un peu, c'est vrai que sur le prochain atelier, on va travailler sur l'optimisation du système de collecte. Et au Sénégal, il y a un programme qui s'appelle le programme PRAPS, qui développe des centres de collecte réfrigérés un peu à travers le pays. Et nous, on va travailler justement sur l'efficacité de ce type de système pour la laiterie. Et donc, du coup, il y a une retombée très positive pour le programme PRAPS notamment. Juste, il y a une demande de clarification, et puis il y avait la question du carbone qu'avait posé Christian et à laquelle je n'ai pas répondu. Pour Anne Motet qui pose une clarification sur le bilan et les besoins en énergie et en protéines. En fait, on ne va pas dans ce niveau de détail, mais on transforme en UFL tous les indicateurs et on ne fait pas la différence entre énergie et protéines. Peut-être ça serait une piste à suivre. Et puis pour le carbone, c'est vrai qu'on avait tenté de faire l'analyse. Maintenant, c'est une question qui est tellement importante qu'il va falloir qu'on se remette autour de la table. Et je pense que la laiterie est évidemment bien consciente de ces enjeux-là, notamment en lien avec ce système sylvo-pastoral où la place de l'arbre est très importante. D'autres questions? On a encore 5 petites minutes. J'ai une question. C'est Serena. Attendez, j'allume la vidéo. Voilà. Merci d'abord pour les présentations qui étaient très claires et très faciles à suivre. Je voulais savoir, et j'ai bien noté que le fait que ces innovations dans la filière laitière font que les éleveurs soient moins vulnérables face aux aléas climatiques. Mais en même temps, je me dis aussi que ces innovations ont tendance à modifier les pratiques de mobilité des ménages pastoraux, qui sont des pratiques que pendant des millénaires se sont révélées manquantes sur le plan social, économique, etc. Et voilà, du coup, je me demande
est-ce que cela est pris en compte dans l'évaluation de l'impact social du modèle, ou bien c'est un objectif de très, très long terme et qui est difficile à prendre en considération? Merci. Merci Serena pour cette question. Je pense que Jonathan Michaud il pourrait répondre à cette question, puisque voilà, la vision de COSAM SDE sur la transhumance et le lien avec la production laitière, c'est quelque chose qui est en lien avec votre organisation. Oui, alors je vais essayer de répondre à cette question qui est une question difficile, hein, enfin complexe en tout cas. Aujourd'hui, on n'a pas de volonté particulière à stopper des mouvements de transhumance, absolument pas. En revanche, ce qu'on observe sur le terrain, c'est une stabulation de quelques animaux durant la période de soudure, les animaux les plus productifs, un noyau un peu laitier, que les éleveurs laissent sur place, de manière à assurer une production laitière continue et donc du revenu continu pour les éleveurs. En revanche, aujourd'hui, sur le bassin laitier, et Arona pourra sans doute confirmer, je pense que plus de 90% des éleveurs restent des éleveurs partiellement transhumants. La grande partie du troupeau transhume pendant la soudure. Donc, il y a peut-être des évolutions lentes qui se passent. Il y a sans doute des évolutions lentes qui se passent. Il y a sans doute des trajectoires personnelles de certains éleveurs qui peuvent se produire avec peut-être une spécialisation ou un passage d'un éleveur transhumant peut-être à un éleveur stabilisé, si on peut le qualifier de cette manière-là. Peut-être. Je ne pense pas que ce soit la grande tendance aujourd'hui. Est-ce que ça répond à peu près à votre question? Oui, parfaitement. Désolé. Merci. Donc, effectivement, c'est une préoccupation et voilà, pour information, Serena va nous rejoindre très prochainement, on l'espère, dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal, en tout cas, en tant qu'économiste filière spécialisé sur la production laitière. J'ai vu se connecter Mortala. Alors, je sais pas si Mort, tu as pu participer à la présentation. Mais voilà, si tu pouvais nous donner un peu ton sentiment en tant que directeur des plantations de la CSS sur le travail que nous avons effectué ensemble autour du GSL. Merci. Ok, merci Gilles. Bon, j'ai suivi, non, j'ai pas tout suivi. J'ai suivi la plénière, la première partie de la présentation. Après, j'ai eu un problème de code pour intégrer et j'ai vu ton WhatsApp. C'est là que j'ai pu entrer dans la réunion. Mais globalement, j'avais lu le rapport et j'étais globalement en phase avec tes conclusions. Donc la CSS est partie prenante de cette problématique dans cette zone et cherche un partenariat gagnant-gagnant, stable, apaisé avec les populations éleveurs. Et c'est tout bénéfice si on parvient à trouver un compromis idéal pour partager la ressource de manière assez simple ou assez fluide et assez calme pour en faire bénéficier aux éleveurs et nous aussi nous permettre de gérer nos espaces de culture de manière plus simple. On est en phase, on a un projet qui est bien lancé avec la LDB et à travers la LDB, on cherche à atteindre le maximum d'éleveurs riverains qui sont installés en mini-ferme ou non installés. Et la CCC est vraiment partant pour ce genre de partenariat. Mais c'est plus simple de le faire avec la LDB qu'avec chaque éleveur, largement plus simple. Oui, effectivement. Bon, après, dans la zone, il y a d'autres organisations que la LDB, notamment la PES. Pardon, excusez-moi. Il y a notamment la PES qui est présente à Dagana. Il y a aussi RBM qui est un peu plus loin, mais on a un projet notamment qui va démarrer autour de la santé des territoires dans le lac de Guerre, où c'est vrai que cette question du lien entre circulation des biomasses et relations entre acteurs va être au centre. Et c'est vrai qu'on a le plaisir de travailler avec la CSS, qui est quand même un des grands acteurs de la région.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Alexandre nous rappelle qu'il faudra rejoindre la plénière au maximum à 12h25. Peut-être, Alexandre, tu voudrais dire un dernier mot? Non, moi je préfère vous laisser parler. Donc, il y a Eric qui pose une dernière question. Vas-y, Eric. Oui, je voulais savoir quels étaient les indicateurs de sortie qui parlaient le plus qui intéressaient le plus les éleveurs. Et j'avais la même question pour la laiterie. Peut-être Jonathan, sur les histoires d'indicateurs qui intéressent la laiterie, dans la mesure où vous avez tout un programme sur les systèmes d'information au bénéfice des éleveurs. Oui. Alors, les indicateurs qui intéressent le plus la laiterie, enfin, en tout cas les outputs de cet outil de simulation, c'est peut-être ce qu'on pourrait qualifier de capacité du territoire, au sens large, à produire du lait en fonction de différents paramètres, et notamment qu'est-ce qui se passe si on est dans une très mauvaise année, quel sera finalement le potentiel laitier du territoire, et comment les interactions entre les différents acteurs, notamment la compagnie sucrière ou d'autres producteurs de biomasse, peuvent permettre de venir compenser une incapacité saisonnière du territoire à produire du lait. Je parle de pâturage en l'occurrence. Ça, c'est peut-être le premier indicateur. Ensuite, le second indicateur qui nous intéresse, c'est lié à la capacité, alors, pardonnez-moi ce terme-là, mais d'intensification laitière de la zone. Jusqu'où est-ce qu'on peut favoriser la production laitière, et à partir de quel moment on peut rentrer dans une zone de risque, en tout cas, ou de non-résilience des systèmes qui se seraient développés, qui seraient en place. Voilà. Ce sont les deux principaux indicateurs qui nous intéressent pour l'instant. Ça ne veut pas dire que les autres ne nous intéressent pas, hein, mais ce sont les principaux. Pour dire aussi en complément de Jonathan que donc, la laiterie du Berger et donc Osam SDE sont en train de développer une application conseil pour faire le suivi. Donc, ils suivent environ une centaine d'exploitations réparties dans le territoire, sachant qu'actuellement, ils sont à peu près 1200 fournisseurs. Donc, ça fait à peu près 10% des producteurs qui ont un suivi un peu plus régulier, et avec un travail informatique de créer une base de données avec de l'algorithme qui puisse être utilisé par les éleveurs eux-mêmes à travers des smartphones. Et ça, c'est tout le travail qu'on va mener à partir de septembre 2021 avec la plateforme d'innovation lait de Dagana pour accompagner un peu ces éleveurs à comprendre des indicateurs quantitatifs et comment ces indicateurs peuvent leur permettre de piloter leur système de production, tenant compte de la mobilité, mais aussi voilà, des caractères productifs du noyau laitier. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Ou est-ce que ça a été clair? Je crois qu'on a atteint le temps, il est 10h24. Je vous remercie effectivement beaucoup pour votre présence et votre intérêt pour notre cas d'étude, les questions que vous nous avez posées. On essaiera d'échanger, pour ceux qui s'intéressent, une présentation un peu plus ciblée sur le fonctionnement du simulateur. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Et je vous souhaite une belle continuation dans la session plénière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.